Bonjour! Il ne faut pas manger les baies sauvages qui sont trop proches du sol. Ce mythe a la vie dure. C'est le début d'un article qu'on m'a transféré dernièrement. Un article qu'on trouve sur le site internet de la Tagesschau, le journal télévisé le plus vu en Allemagne. Et cet article a été pour moi le déclencheur pour enfin vous faire une vidéo sur ce sujet, parce que la question du parasite, de l'échinococcose alvéolaire, l'urine du renard, toutes les peurs qui sont autour de ça, c'est une question qu'on me pose quasiment à toutes les sorties découvertes et plantes sauvages comestibles que j'anime. Alors, qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur? Donc dans cette vidéo, on va prendre point par point qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment on peut s'infecter, etc. Et à chaque point, je vais vous citer l'article en question où il y a une infectiologue allemande qui est interviewée et une page du site internet du gouvernement français qui parle de l'échinococcose alvéolaire. Alors, premier point, comment on peut s'infecter? Alors, le ver en question, c'est un ver de la famille des Taenia qui a comme hôte définitif le renard. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Le ver, donc, il est dans le renard, il se développe, il se multiplie et puis il va pondre des œufs qui vont être rejetés par le renard. Et on parle souvent de l'urine du renard, mais ce n'est pas du tout l'urine du renard qui est en question. Ce sont les crottes. Donc les œufs de ce parasite sont rejetés par les crottes du renard. Donc déjà ça, c'est une idée reçue dont je voulais vous parler. Et là, je vais vous citer l'article allemand. Lorsque le ver atteint la maturité sexuelle, il pond des œufs qui sont ensuite éliminés dans les excréments de l'hôte et se retrouvent alors dans l'environnement. Quand on regarde la page du site du gouvernement français, ces œufs sont évacués dans l'environnement par les déjections. Ok. Donc, après, deuxième point, est-ce qu'il n'y a que le renard ou est-ce qu'il n'y aurait pas aussi d'autres hôte définitif? Et en effet, on parle souvent du renard, mais ce n'est pas le seul porteur de ce parasite. Il y a aussi les chiens et les chats. Et on est quand même pas mal entouré de chiens et de chats en tant qu'être humain qui aimons ces animaux-là. Alors, pour vous citer l'article allemand, les chiens qui aiment fouiller la terre ou chasser les souris ont un risque accru de devenir eux-mêmes des hôtes. Le gouvernement français, il dit les hôtes définitifs étant les carnivores, principalement le renard et dans une moindre mesure les chiens et les chats. Alors, pourquoi en fait? Parce que les chiens et les chats chassent donc des rongeurs, des souris, des campagnols, etc. Alors, parce que les rongeurs sont l'hôte, le deuxième hôte. Donc il y a l'hôte définitif qui est le renard, le chien, le chat, et l'hôte intermédiaire qui sont les rongeurs. Donc quand les œufs du parasite sont rejetés par les crottes du renard ou du chien ou du chat, ils se retrouvent donc dans la nature. Et là, ils peuvent être ingérés, donc ces œufs peuvent être ingérés par les rongeurs, parce qu'ils mangent les plantes, par exemple, qui sont juste à côté, et se développent dans ces rongeurs. Et puis, donc, les renards aiment manger les petits campagnols et se réinfectent comme ça. Donc, dans la nature, le parasite fait un cycle comme ça. Et nous, on peut donc s'infecter à quel moment? C'est le troisième point. Donc au moment où on est en contact avec ces œufs. Donc ça peut être par le truc qu'on imagine toujours, le pissenlit, les myrtilles, les fraises des bois, mais pas uniquement. Ça peut se retrouver aussi sur le pelage de nos animaux bien-aimés.
qui viennent de se nettoyer le derrière, voilà, qui lèchent leur pelage, nous on les caresse et qu'est-ce qu'on fait? On ne se lave pas forcément les mains, voilà, ils font partie de notre vie, voilà, on peut aussi se contaminer par nos animaux de compagnie et aussi par le fait tout simplement qu'on fait des travaux de jardinage, qu'on fait des travaux agricoles, etc. Donc là, je vais vous reciter déjà le gouvernement français qui dit: la transmission à l'homme se fait exclusivement par voie orale. Il ingère accidentellement d'œufs microscopiques du parasite présent sur les végétaux infestés, donc légumes, champignons, baies sauvages, ou en portant à la bouche des mains contaminées par des œufs présents sur le pelage d'animaux porteurs, chiens, chats. Et dans l'article allemand, on peut lire que dans l'université de Ulm, dont vient l'infectiologue qui est interviewé, ils ont fait des études et elle vient à la conclusion que chez les personnes qui aiment cueillir des champignons et des baies sauvages pendant leurs loisirs, aucune augmentation de la fréquence de l'échinococose n'a été constatée. Ah tiens, intéressant. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi qu'il y a une particularité très intéressante. C'est que, c'est mon 4e point, le moment entre le fait qu'on a attrapé ce ver, donc qui s'est installé, donc qu'on a mangé des œufs de ce ver et qui s'est installé dans nos intestins, et le moment où on découvre qu'on a cette maladie, la période peut être très longue. Donc il y a une période qu'on appelle asymptomatique qui est très longue. Donc, citation de l'article allemand, le diagnostic de la maladie n'est également posé qu'après des années, voire des décennies. Je cite le gouvernement français, la maladie reste asymptomatique pendant une période allant jusqu'à 10 à 15 ans. Waouh, c'est long ça. Ok, donc comment on peut savoir que c'était la fraise des bois qui nous a apporté ce verre-là, ou que c'était autre chose, que c'était nos travaux de jardinage, que c'était le contact avec un chien, que c'était, ça peut être un chasseur aussi qui a attrapé qui a chassé un renard qui était en contact avec lui parce qu'il était infesté. Bon, comment on peut faire le lien? Donc apparemment, en Allemagne, ils ont fait des études de différents groupes. D'ailleurs, vous avez dans l'article je vous mets tous les liens vers l'article allemand que je cite là, vers la page du gouvernement français et vers différentes choses en bas de l'article que je vais mettre sur mon propre blog avec toute la traduction de l'article allemand. Aussi dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens. Alors, dans l'article allemand, on voit un paragraphe qui a le titre « Maladie professionnelle du ténia du renard ». Et là, il parle des agriculteurs. Les propriétaires de jardins devraient faire attention et propriétaires de chiens égale groupe à risque. Ok, bon, donc ça ne concerne apparemment pas uniquement les personnes qui cueillent les plantes sauvages. D'accord. Alors, 5e point duquel je voulais vous parler. Je vais directement vous citer l'article allemand. Dans 99% des cas, les œufs sont combattus par le système immunitaire. Waouh, c'est une bonne nouvelle ça. Donc, en fait, on peut être en contact avec le parasite, même ingérer des œufs du parasite, et le système immunitaire, il fait le job. Super. Le gouvernement français, il dit, il donne pas de chiffres, mais il dit la réponse immunitaire chez l'homme est variable et la contamination n'entraîne que rarement une maladie. Ok. Alors, 6e point, c'est qu'il faut savoir aussi que la maladie
n'est pas présente sur tout le territoire français. Donc vous avez différentes cartes, je vous mettrai les liens aussi, des cartes qui relatent une étude où pendant une nuit, si je me rappelle bien, dans une quarantaine de départements français, pendant une nuit, on a chassé des renards, environ une centaine de renards par département. On les a autopsiés et on a regardé s'ils étaient porteurs du parasite ou pas. Et d'après ça, on a fait une carte. Donc là, on voit où sont les sites qui sont les plus touchés. Et une autre carte aussi qui montre un taux d'incidence. Donc déjà, il faut savoir lire le taux d'incidence. Des fois, il y a les couleurs qui font un peu peur, mais quand on lit le taux d'incidence, donc il est super faible. Mais bon, ça vous donne une idée où il faut se faire des soucis éventuellement et ou pas. Donc les sites qui sont surtout touchés depuis longtemps, on le sait, en Franche-Comté, aussi les départements qui sont un peu au nord et au sud de la Franche-Comté. Il y a dans le Massif central, l'ouest du Massif central qui serait touché, et puis ça serait aussi, il y aurait aussi la Normandie où la maladie se développerait un petit peu. Mais 7e point, il n'y a pas plus que 30 cas par an déclarés en France. Donc c'est quand même une maladie qui est très peu fréquente. Et là, je vais vous citer l'article allemand. Être frappé par la foudre est donc plus probable que de contracter l'échinococose alvéolaire. D'accord. Alors en conclusion, déjà je dirais, c'est complètement incohérent, voire injuste, moi qui défends la cause des plantes sauvages comestibles, de parler du parasite uniquement en lien avec la cueillette sauvage. Parce que ce n'est pas du tout le seul moyen de contracter cette maladie, de s'infecter avec ce parasite. Mais a priori, même selon l'infectiologue allemande, les personnes qui, dans leur loisir, aiment faire de la cueillette sauvage ne sont pas spécialement touchées. Donc ça, c'est un point. Donc quelque part, si vous voulez avoir peur du parasite, ayez peur aussi en lien avec peut-être les légumes de plein champ, les légumes du jardin, les travaux de jardinage, les travaux agricoles et le contact avec les chiens et les chats. Ça, c'est une chose. Alors maintenant, bien sûr, la maladie existe et il faut faire attention, mais il faut faire attention surtout si vous êtes dans une zone à risque. Donc là, je vous invite à regarder donc les cartes qui existent pour savoir si vous êtes dans une zone à risque ou pas. Et si vous êtes dans un état de santé précaire, là, oui, faites plus attention. Donc si votre système immunitaire est pas en bonne forme, je dirais oui, faites attention. Quelles sont les précautions à prendre quand on sait qu'on est dans une zone à risque, par exemple, quand ça nous fait peur et qu'on a une santé fragile? Donc déjà, c'est de se laver les mains. De se laver les mains après avoir caressé des chiens et des chats, se laver les mains après des travaux dans le jardin, des travaux agricoles, de bien laver bien sûr aussi nos cueillettes, qu'elles soient sauvages, qu'elles viennent du jardin, qu'elles viennent du maraîcher ou même du commerce. Et si un doute persiste par rapport à vos cueillettes ou même des légumes que vous avez, légumes ou petits fruits que vous avez achetés, cuisez votre cueillette parce que la cuisson au-delà de 60 degrés détruit complètement le parasite. Voilà, donc j'espère je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'espère que avec ces quelques points, j'ai mis de la lumière sur des idées reçues.
J'espère que j'ai enlevé un petit peu de la peur qui est toujours là, hein, qui m'est transmise à chaque fois que j'anime une sortie plantes sauvages. Donc renseignez-vous bien, n'hésitez pas à consulter les articles que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à manger un maximum de plantes sauvages après avoir pris vos précautions parce que les plantes sauvages sont super riches en micronutriments et peuvent vous aider justement à augmenter votre réponse immunitaire. Renseignez-vous bien et puis en attendant, je vous souhaite une belle découverte des plantes sauvages et une cueillette si ça vous dit. À bientôt!